Bonjour. Alors, l'objet de la leçon d'aujourd'hui est l'analyse du rôle des sanctions pénales dans la dissuasion des infractions. Alors, les buts du chapitre sont triples. Il s'agit d'abord de définir un cadre d'analyse très simple pour comprendre les comportements individuels. Il s'agit ensuite d'utiliser ce cadre d'analyse pour étudier le mécanisme assez intuitif par lequel les sanctions pénales dissuadent ou peuvent dissuader des infractions. Et il s'agit enfin, toujours dans le même cadre d'analyse, d'étudier un thème particulier qui est les conditions de compatibilité entre l'efficacité de la dissuasion et le principe de proportionnalité des peines. Alors nous commençons en grand 1 par la définition d'un cadre d'analyse. Alors, dans ce cadre d'analyse, nous allons faire l'hypothèse de rationalité individuelle de la part des agents que nous allons étudier. Alors que faut-il entendre par rationalité individuelle? Nous allons simplement entendre par là que les individus que nous étudions ont un objectif, ils ont des moyens et ils utilisent de la meilleure manière possible les moyens qui sont à leur disposition pour réaliser leur objectif. Donc la définition de la rationalité individuelle, ça ne va pas plus loin que cela. Alors, bien entendu, tous les comportements humains ne sont pas explicables de cette manière, parce qu'il est tout à fait clair que l'on agit parfois sous l'emprise de la passion, on ne peut pas toujours contrôler ses émotions, c'est tout à fait certain. Mais il nous semble que pour expliquer la décision de commission ou non d'infraction, eh bien c'est une hypothèse qui est relativement raisonnable. Et cette hypothèse trouve une certaine justification dans le code pénal. Par exemple, à l'article 121.3 alinéa 1, eh bien, on trouve qu'il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre. C'est ce qu'on appelle l'élément moral d'une infraction. Autrement dit, pour qu'il y ait infraction, il faut que l'on veuille la commettre, ce qui implique évidemment un but, que l'on poursuive un but. Évidemment, il faut être au courant qu'en agissant de telle manière, on commet une infraction, c'est-à-dire qu'on connaît la loi. Alors, vous connaissez l'adage, nul n'est censé ignorer le droit. Alors évidemment, on peut discuter du fait de savoir si on agit de manière rationnelle en commettant l'infraction, c'est-à-dire si en commettant l'infraction, on réalise son objectif de la meilleure manière possible. Bon, alors nous verrons que cela peut être le cas. Alors, ceci étant posé, nous allons maintenant étudier la manière dont on décrit l'objectif des individus que nous étudions. Alors, cet objectif, nous allons le construire en faisant également une hypothèse. Comme pour celle de rationalité individuelle, nous allons supposer que dans cet objectif, tous les bénéfices et tous les coûts que subit un individu lorsqu'il prend des décisions peuvent être exprimés sous forme monétaire. Alors bien, c'est tout à fait clair qu'il y a des bénéfices ou des coûts à agir qui ne sont que psychologiques, et la portée de l'hypothèse signifie simplement que nous allons donner ou supposer que l'on peut donner une valeur monétaire aux bénéfices ou aux coûts psychologiques entraînés par telle ou telle action. Alors, les économistes ne manquent pas d'imagination pour trouver des moyens d'exprimer ces valeurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces techniques, mais elles existent. Donc, ce que nous allons supposer, c'est que à chaque action, on fera correspondre son bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice moins le coût de cette action. Quand je parle de bénéfice ou de coût, c'est la somme de tous les bénéfices monétaires ou psychologiques. Et quand je parle de coût, c'est la somme de tous les coûts monétaires ou psychologiques. L'hypothèse étant que tous ces bénéfices et coûts sont exprimés en unités monétaires. Alors évidemment, c'est réducteur, c'est simplificateur, c'est surtout commode. Bien. Alors, l'hypothèse de rationalité s'exprime de la façon suivante. Nous allons supposer que les individus vont chercher les actions qui rendent leur bénéfice net le plus grand possible. Bien.
Alors, avant d'appliquer cela au cas qui nous intéresse, il y a encore une difficulté à résoudre. C'est celle du cas dans lequel les bénéfices ou les coûts peuvent être aléatoires. Alors, comment fait-on pour prendre en compte ces aléas dans les objectifs? Alors, nous ferons l'hypothèse que lorsque, par exemple, un bénéfice est aléatoire, eh bien, ce qui sera pris en compte par l'individu, c'est l'espérance mathématique du bénéfice. Alors, la notion d'espérance mathématique, je pense qu'elle est vue en terminale, je vous la rappelle. L'espérance mathématique du bénéfice, ce sera la somme des valeurs que peut prendre le bénéfice, pondérée par les probabilités de réalisation de ces bénéfices. Donc, quand les bénéfices sont aléatoires, nous les remplacerons par leur espérance mathématique. On peut faire ça de la même manière avec les coûts. Et ce qui nous intéressera plus particulièrement, c'est le bénéfice net ou l'espérance mathématique du bénéfice net. Bien. Alors, encore une fois, cette description de la prise en compte des cas aléatoires est fruste, elle est approximative, elle est une nouvelle fois, je le répète, commode. Il faut bien commencer d'une certaine manière, et ça c'est la manière la plus simple qui, me semble-t-il, se puisse trouver. Voilà, alors nous avons défini notre cadre d'analyse, nous allons maintenant étudier, dans un second temps, l'analyse de la dissuasion qui est permise par les sanctions pénales. Alors, la commission d'une infraction va être étudiée en regardant l'impact des sanctions sur le bénéfice net d'un individu, et l'individu va être supposé décider de la commission d'une infraction si le bénéfice net ou l'espérance mathématique du bénéfice net de l'infraction est plus grand que le bénéfice net ou l'espérance du bénéfice net à ne pas commettre l'infraction. Bien. Alors, évidemment, quand on aborde le rôle des sanctions de ce point de vue-là, on privilégie l'aspect dissuasif de ces sanctions. C'est bien celui-ci qui nous intéresse, et on n'oubliera pas que les sanctions ont un autre rôle, même d'autres rôles qui sont parfois plus importants. Elles ont par exemple un rôle de réparation, de rétribution, elles expriment aussi la règle de droit. Alors, l'approche donc qui vise à étudier le rôle dissuasif des sanctions a été proposée par l'économiste Gary Becker en 1968. Gary Becker a eu le prix Nobel de sciences économiques en 1992, et il l'a obtenu par les propositions qu'il a faites d'appliquer les méthodes de l'analyse économique à différents domaines des sciences humaines, donc au-delà de l'économie au sens strict. Gary Becker est décédé il y a très peu de temps. Alors, je crois que la meilleure manière d'illustrer l'analyse économique du rôle des sanctions dans la dissuasion, c'est de commencer par un exemple. Alors, nous allons considérer un automobiliste qui doit choisir entre garer son véhicule illégalement, ou bien mais risquer évidemment une amende s'il le fait, ou bien se garer de manière totalement légale. Alors, supposons que cet automobiliste, s'il se gare illégalement, eh bien, il gagne avec certitude une somme de 10 €. Qu'est-ce que peut représenter cette somme? C'est peut-être le ticket de parking qu'il économise, ou bien c'est la valeur monétaire qu'il assigne au fait de s'être rapproché de l'endroit où il veut aller. Peut-être que ça lui évite une marche aussi pénible que chronophage. Bon, peu importe. Voilà, c'est l'hypothèse que nous faisons. Quand on se gare illégalement, on a un bénéfice qu'on va supposer être égal à 10 €. Nous allons supposer également qu'il y a une chance sur 5 pour que l'automobiliste soit pris, c'est-à-dire que son infraction soit détectée, auquel cas, eh bien, il va recevoir une amende dont le montant sera de 30 €. On va supposer que c'est 30 €. Bien. Et puis donc,
évidemment, avec 4 chances sur 5, l'automobiliste n'est pas pris, n'est pas détecté, son infraction n'est pas détectée, et donc il gagne 10 euros. Bien. Alors, calculons l'espérance du bénéfice net de la commission d'infraction du fait simplement de se garer de manière illégale. Alors, si l'automobiliste est pris, et donc ça lui arrive avec une chance sur 5, son gain c'est 10 euros, moins 30 euros qui est le coût de l'amende. Donc son bénéfice c'est moins 20 euros. Si l'automobiliste n'est pas détecté, eh bien, il gagne de manière sûre 10 euros. Calculons donc le gain net de la commission d'infraction. Donc avec une probabilité 1/5, l'automobiliste gagne, ou plus exactement perd, parce qu'il a gagné 10 euros, mais il a une amende de 30 euros, donc son gain net c'est moins 20 euros. Et puis avec une probabilité 4/5, il n'est pas pris et son gain c'est 10 euros. Alors l'espérance mathématique du bénéfice net de la commission d'infraction, c'est donc les gains nets pondérés par la probabilité qu'ils apparaissent. Donc c'est moins 20 multiplié par 1/5, c'est-à-dire 0,2, plus 10 que multiplie 0,8. Donc ça fait moins 4 plus 8, ça fait 4. Voilà. Donc le bénéfice espéré net de la commission d'effraction, c'est 4. Alors si on suppose que le fait de se garer légalement donne un gain net qui est nul, eh bien on voit que la décision rationnelle du point de vue de l'individu, eh bien ça consiste à se garer de manière illégale. Alors évidemment, la description du comportement que j'ai faite est peut-être un peu simple, mais je crois qu'elle décrit relativement bien la commission d'infraction de nombreux individus. Et d'ailleurs, elle décrit en fait la commission d'une infraction que Becker lui-même a faite, parce que c'est en se garant illégalement pour se rendre à l'université de Chicago pour faire passer ses examens qu'il était conduit à commettre une infraction et qu'il a eu l'idée de travailler sur ce genre de choses.